Bien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue à cette troisième journée du colloque international Elles font l'abstraction. Avant de commencer à vous présenter le contenu de la session qui nous réunit en ce début d'après-midi, je vous informe que le colloque est entièrement bilingue. Vous pouvez choisir votre canal audio dans la barre inférieure de l'interface et accéder ainsi à la traduction simultanée. Par ailleurs, je vous demanderai de poser vos questions dans l'onglet Q&A, questions et réponses, plutôt que dans le chat qui est réservé à d'autres types de contenus. Et je vous informe qu'en tant que modératrice de cette session, je relayerai vos questions écrites à nos trois intervenantes. Et je le ferai lors d'un temps d'échange qui suivra les présentations des personnes qui vont prendre la parole lors de cette session. Je précise aussi que vous pouvez formuler vos questions dans la langue que vous souhaitez. Alors, ces modalités techniques étant réglées, je vais présenter cette demi-journée, qui est donc une seconde session doctorale organisée par le Centre Pompidou, l'association AWARE et le LEGS, Laboratoire d'études de genre et de sexualité. Ce laboratoire est soutenu par la Commu UPL, Université Paris-Lumière, qui regroupe trois établissements, le CNRS, l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis et l'Université Paris-Nanterre. Et c'est donc au titre de ce partenariat avec la Commu que j'interviens aujourd'hui en tant que doctorante en philosophie à l'Université Paris 8. Au nom de cette institution, je renouvelle mes remerciements chaleureux à Jean-Max Collard, chef du service de la parole au département Culture et Création du Centre Pompidou, pour son invitation à donner voix aux jeunes chercheurs dans ce cadre. Et je remercie également à nouveau vivement Marie Chenel et Eleni Pantellaras de l'association AWARE, notamment pour nous avoir mis en contact avec les intervenantes qui vont prendre la parole aujourd'hui. Alors, je rappelle à ce propos, et Jean-Max Collard tenait à insister sur ce point, que les intervenantes que vous allez entendre maintenant ont été sélectionnées par le comité scientifique du colloque. Ce comité étant, je vous le rappelle, composé de Christine Massel et Carolina Lewandowska du côté du Centre Pompidou, de Camille Morino et de Mathilda Tadziska pour l'association AWARE, mais également d'Éric Dechassé, de Charlotte Fouché-Zermanian et d'Abigail Salomon-Godot. Les intervenants que vous allez entendre tout de suite, les intervenantes que vous allez entendre tout de suite, ont donc été choisis pour la pertinence de l'intérêt de leur recherche actuelle. Alors, cette demi-journée, nous avons décidé de l'intituler « Découverte et redécouverte » parce que les communications que vous allez entendre maintenant s'attachent soit à mettre à jour des pratiques assez peu connues, soit à porter un regard nouveau sur des pratiques qui, à défaut d'être toutes connues du grand public, sont quand même reconnues par les spécialistes. Concernant les redécouvertes, nous allons tout d'abord écouter la communication intitulée « Abstraction dansante, Suzanne Duchamp et Sophie Toberhardt » de Thalia Kwartler. Thalia Kwartler va nous montrer, en mettant en dialogue les œuvres de Duchamp et de Toberhardt, comment leur production abstraite est imprégnée de leur rapport à la danse. Et ainsi, elle va découvrir de nouveau ce qui avait été couvert par un certain récit de la construction du mouvement Dada auquel ces deux artistes ont participé activement. C'est dans ce même esprit que s'inscrit la deuxième communication qui s'intitule « L'autodécouverte de Bice Lazari au nom de l'abstraction ». Elisa Genovesi va nous la présenter va la présenter et va revenir sur la reconnaissance par ses contemporains de Lazari en tant qu'artiste
Et elle va montrer que cette reconnaissance s'est faite par une mise à distance de son activité dans le cadre des arts décoratifs, et ce, alors même que son goût pour les formes abstraites n'est pas sans rapport avec cette formation initiale du côté de l'artisanat. Enfin, la troisième et dernière communication, intitulée « Abstraction genrée à Buenos Aires », nous parlera surtout de découverte, puisque les artistes dont Ashlen Pagnanelli va nous présenter le travail n'ont pas eu à proprement parler de reconnaissance de leur vivant. En tout cas, elles ont été largement effacées derrière les figures masculines, et ce, bien qu'elles soient finalement assez nombreuses dans l'immédiate après-guerre à Buenos Aires, mais elles ont été beaucoup moins montrées que leurs homologues masculins de l'abstraction géométrique. Voici pour le déroulé de cette séance, durant laquelle nous écouterons donc 3 communications et à l'issue de laquelle nous aurons un temps d'échange, normalement vers 15h25 si nous sommes ponctuels. Et donc, j'invite les auditeurs à envoyer leurs questions dans le fil de conversation Q&A en précisant, si possible, le nom de l'intervenante auquel la question s'adresse, de façon à ce que je puisse la transmettre à la bonne personne à la fin des 3 prises de parole. Et je demande également, je ne sais pas si moi-même je l'ai fait suffisamment, mais je demande également à nos intervenantes, si possible, de prendre leur temps pour faciliter le travail des interprètes. Je vous propose de commencer dès maintenant avec l'intervention Abstraction dansante Suzanne Duchamp et Sophie Taubert de Talia Kwartler. Talia Kwartler est une spécialiste du mouvement Dada. Elle a notamment travaillé au Musée d'art moderne de New York sur l'exposition de Francis Picabia en 2016-2017 et sur celle de Max Ernst en 2017-2018. Elle est par ailleurs doctorante en histoire de l'art à l'University College de Londres, où elle mène une recherche sous la direction de Brian Fair. Et sa thèse s'intitule « Suzanne Duchamp ne fait pas que peindre, elle fait des choses bien plus intelligentes ». Et Talia Kwartler, je vous donne la parole tout de suite. Merci. Je crois qu'il faut qu'on me permette le partage d'écran, s'il vous plaît. Il faut que la modératrice me donne la main pour le partage d'écran. Merci. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Oriane, pour votre chaleureuse introduction et votre organisation, ainsi que Christine Massel, Camille Morino et Mathilda Tadjiska, pour m'avoir invité à intervenir dans ce colloque. Aujourd'hui, je suis ravie de partager avec vous un article tiré du 3e chapitre de ma thèse, Suzanne Duchamp, Does More Intelligent Things Than Paik. Alors, mon exploration et avec lequel Duchamp a travaillé pour transformer le médium de la peinture en se concentrant sur la manière qu'elle utilisait les matériaux modernes, en posant une série de questions sur les œuvres réalisées par Duchamp entre 1916 et 1922. Je suis en mesure d'identifier ses contributions particulières à l'avant-garde en mettant en lumière le groupe Dada au sein duquel Sophie Taubert-Art occupe une place de choix. Comme beaucoup d'entre vous le savent, sans doute, une grande rétrospective de l'œuvre de Sophie Taubert-Art est actuellement présentée au Kunstmuseum de Bâle et se rendra plus tard cette année à la Tate et au Museum of Modern Art de New York. À cette fin, je tiens à remercier Anne Umland, la conservatrice de la rétrospective, pour avoir encouragé mes recherches sur Taubert-Art, en particulier pendant les confinements à cause de la pandémie de l'année dernière. Un grand merci à Patrick Julien, Antoine Monnier, Séverine Gossard pour leur soutien essentiel qui a rendu possible ma recherche doctorale sur Suzanne Duchamp. Christine Massel et Emma Lavigne ont écrit dans leur catalogue pour Danser sa vie en 2011 « L'histoire de l'abstraction ne serait pas ce qu'elle est sans la danse ».
S'appuyant sur leurs recherches, mon article explore la relation entre le corpus d'œuvres de Suzanne Duchamp et de Sophie Taeuber-Harp en se concentrant sur le médium de la danse. Dans l'histoire de l'avant-garde, la danse a souvent été marginalisée, comme les femmes artistes elles-mêmes. Pour Duchamp et Taeuber-Harp, la danse était un moyen essentiel d'explorer les possibilités matérielles de l'abstraction. Duchamp a utilisé la danse comme un langage et comme un langage qui a été entrelacé avec la peinture, la poésie et le ready-made. Taeuber-Harp a suivi une formation de danseuse avec Rudolf von Laban et a apporté le pouvoir expressif et expérimental de la danse à son travail dans les beaux-arts et les arts appliqués. Cet article part de la Jeune fille au chien, 1912 de Duchamp, une peinture cubiste présentée à Zurich avec Jean Arp, et de l'espagnole écossaise de Duchamp, 1920, une aquarelle qui tire son sujet abstrait du diagramme de danse lié à la danse folklorique populaire espagnole écossaise. Regarder les abstractions de Duchamp et de Taeuber-Harp à travers le prisme de la danse permet de réfléchir à nouveau à la manière dont ils ont utilisé le médium comme un langage pour construire des formes et des sujets abstraits. Dans son travail de plasticienne, Suzanne Duchamp pousse la peinture vers de nouveaux sommets d'abstraction matérielle et géométrique. En octobre 1912, elle présente Jeune fille au chien au salon de la section d'or, une exposition phare de la galerie de la Boétie à Paris. L'exposition rassemble de nombreuses veines différentes du cubisme présent dans l'avant-garde, montrant également par exemple le frère de l'artiste Marcel Duchamp nu descendant un escalier numéro 2. Si la place de Duchamp dans cette exposition a été occultée de l'histoire pour différentes raisons, les inventaires de sa succession attestent que Jeune fille au chien faisait bien partie de l'exposition. Réintroduire Duchamp dans ce milieu d'artistes, dont beaucoup ont ensuite participé aux activités de Dada des deux côtés de l'Atlantique, oblige à reconsidérer leur évolution vers l'abstraction. Dans Jeune fille au chien, Duchamp construit une représentation géométrique et multipliée de ses sujets, une jeune fille et de son chien, qui tournent autour de la composition comme au rythme de leur propre danse en couple. Dans sa récente étude sur la relation entre la danse et l'abstraction à l'avant-garde, Nell Andrew décrit comment on peut tomber trop facilement dans un littéralisme improductif en interprétant la rime visuelle, la composition rythmique et le phrasé répétitif de la peinture abstraite comme la traduction visuelle de corps en mouvement. Bien que Duchamp mette en scène les gestes de corps en mouvement dans l'espagnol écossaise, elle transforme les mouvements éphémères de la danse en géométrie durable d'une peinture. Une photo d'un photographe inconnu montre Sophie Taeuber-Harp dansant dans un costume élaboré. La danse faisait partie de sa pratique qui existait en tandem avec son travail dans les beaux-arts et les arts appliqués, en particulier ses collages et son travail textile. Sur l'image, Taeuber-Harp porte une robe aux riches motifs et aux tissus brillants et chatoyants, un masque abstrait en forme de boîte et des bras griffus en carton. Walburga Krupp a décrit le vêtement de Taeuber-Harp comme un collage de papier porté sur une robe noire. Cette photographie a souvent figuré dans les histoires de Dada parce que c'est l'une des rares images, sinon la seule, d'une image d'un dadaïste dansant avec un masque et costume contemporain. Dans ses recherches sur Taeuber-Harp, Andrew a caractérisé les défis posés par cette photographie de Taeuber-Harp comme étant liés au mythe d'origine entourant l'œuvre d'art. Andrew soutient que la photographie exige une enquête sur la danse en tant que moyen d'expression de Dada, une forme de connaissance qui est à la fois pour et contre les codes du langage en ce qu'elle privilégie le corps vivant. Lorsqu'on réfléchit de manière critique à la place de la danse au sein de Dada, Taeuber-Harp sert de pivot, reliant le corps aux arts visuels. Au cours de cette période, Taeuber-Harp travaillait sur différents médias en tant que professeur de design et de broderie au département des arts appliqués de l'école de commerce de Zurich, en tant qu'étudiante en danse à l'école Laban des arts du mouvement et en tant que membre de la scène avant-gardiste naissante de Zurich. Comme Taeuber-Harp, Duchamp a utilisé la danse pour explorer les formes géométriques qui pouvaient fonctionner ensemble dans l'espace pictural. Cependant, la plus grande différence dans leur approche est que Taeuber-Harp était une danseuse de formation. Elle a fréquenté tout d'abord
Laban School of the Art of Movement au cours de l'été 1915, où elle a rencontré les danseuses Marie Wigman, Katia Wolf, Suzanne Perrotet et Maya Krouchet. Gabrielle Buffet décrira plus tard comment Taube Harp suit l'école de danse expressionniste de Laban, dont elle est l'une des meilleures élèves et se découvre un sens du rythme aussi réel dans le temps que dans l'espace. La méthodologie de Laban est axée sur l'idée que le mouvement offrait aux danseurs au moyen d'accroître leur sensibilité physique et mettant l'accent sur le pouvoir du corps dans les formes chorégraphiées. Par le biais de moyens sensoriels et d'improvisation, Laban encourageait les danseurs à reconfigurer les mouvements et de ces modèles de danse courants pour atteindre leur propre sens de la danse. Dans leurs œuvres d'art visuel, Duchamp et Taube Harp ont associé des géométries peintes à une synchronicité lyrique. Les abstractions de Taube Harp et de Duchamp étaient un parallèle avec les diagrammes de danse contemporains publiés par Laban pour illustrer ses théories sur la relation entre le corps et l'espace. Qu'ils soient composés d'arabesques, de corps ou de notations géométriques, les diagrammes de Laban révèlent que des formes abstraites sous-tendent les principes de son école de danse. Pour Taube Harp, comme pour Duchamp, les gestes de la danse offraient un autre langage à expérimenter dans le domaine visuel. Alors qu'elle était impliquée dans le mouvement Dada à Zurich, l'exploration par Taube Harp de différentes formes d'abstraction, que ce soit par la danse, la peinture, la broderie ou le perlage, se retrouve dans ses œuvres. Écrivant sur sa danse, le chant des poissons volants et des hippocampes, Hugo Boll décrit une danse pleine de points et d'arêtes de poissons, pleine de soleil vacillant et d'éblouissement et d'une acuité perçante. Les lignes se brisent sur son corps. Chaque geste est 100 fois subdivisé, net, brillant, pointu. La caractérisation par Boll de l'éclatement des lignes et des formes établit un parallèle avec la manière dont les géométries de Taube Harp fonctionnent dans ses œuvres d'art visuel. Par exemple, dans Composition verticale horizontale à éléments d'objet 1919, des carrés de peinture et de papier découpé dansent sur un plan pictorial de gouache dorée chatoyante. En juxtaposition des carrés colorés à des formes blanches et noires, Taube Harp a utilisé donc ces petites formes construire des groupements abstraits qui circulent de façon rythmique dans l'œuvre. Bien que la danse et les arts appliqués soient des éléments centraux de l'œuvre de Taube Harp, ces aspects ont été placés historiquement de côté dans les récits de sa carrière. Et c'est quelque chose qui va changer avec cette exposition, une nouvelle rétrospective qui fera jour cette année. En 2014, Medea Hop, par exemple, a décrit comment, grâce à ses transferts inventifs de structures textiles orthogonales dans les compositions verticales horizontales et les textiles flottants dans les rythmes libres, si Hock établit une relation entre les textiles de Taube Harp et ses gouaches, tels que rythme libre, elle ne mentionne toujours pas la danse dans son analyse de la manière dont l'artiste a brisé les frontières de ces médias. La géométrie ondulante de rythme libre peuvent être comprises plus clairement si l'on associe la danse, car les formes peintes s'inscrivent comme des textiles à motifs mis en mouvement par un corps actif. Les géométries de Taube Harp se déplacent de manière synchronisée sur le support papier de rythme libre comme si elles dansaient. Ces sensations sont poussées à l'extrême dans les sacs en perles de Taube Harp vers 1917 conçus pour être suspendus au poignet et qui auraient été animés par le corps de la personne qui les portait alors qu'il se déplaçait dans l'espace. Taube Harp et Duchamp ont tous deux adopté une approche improvisée dans la construction de leur abstraction. L'idée de Laban d'un sens de la danse se reflète dans la façon dont les sujets visuels de Taube Harp changent lorsqu'elle transfère ses géométries d'un support à l'autre. Ce type de transformation est évident dans le dessin Formes élémentaires en composition verticale horizontale de 1917 et le textile effectué la même année. Bien que les formes et la structure de la composition du dessin soient étroitement liées à celle du textile, Taube Harp s'est éloignée du dessin dans son rendu filaire de géométrie entrelacée. Les formes abstraites de Taube Harp suivent une logique interne en accord avec les différentes possibilités des matériaux, du dessin au textile, à la danse et au-delà.
Même si Duchamp n'était pas elle-même danseur de formation, son espagnol écossaise exécute son propre type de chorégraphie visuelle et verbale. Bien sûr, la danse était une langue vernaculaire très populaire en France qui s'accompagnait avec des techniques corporelles et aptitudes acquises. En introduisant le monde de la danse folklorique et de la danse populaire, musique populaire dans l'espagnol écossaise, Duchamp a construit des formes picturales évocatrices de diagrammes de danse et de notation musicale. En même temps, elle a mis son abstraction en dialogue avec le langage par le biais de son titre humoristique en franglais, inscrit sur la composition. Scottish espagnol, donc également connue sous le nom de Seven Step, était une polka lente devenue populaire en France au début du XXe siècle. Il s'agissait d'une variante française d'une danse folklorique avec partenaire appelée Scottish, originaire de Bohême et qui s'est répandue sous différentes formes en Europe et en Amérique. Duchamp relie ainsi son aquarelle abstraite à la danse qui en ce moment fait fureur à Paris comme elle dit l'humble et plébéienne polka est la plus rythmée de toutes, précisément celle que l'on intitule de la sorte, sont généralement celles qui s'éloignent le plus d'une cadence simple et facilement perceptible, d'une accentuation franche et nette. Le sujet titulaire donc du Scottish espagnol a été popularisé dans la chanson contemporaine La Scottish espagnole, aussi en 1920 par le groupe Perchico. Dirigé par le cycliste devenu chanteur André Perchico, que vous entendez maintenant avec ses trilles et trompettes. Donc, les formes de l'aquarelle se rapportent au diagramme de la danse de la Scottish qui décrivent les mouvements du couple, tandis que les queues blanches anguleuses de son sujet pictural font écho aux notes staccato de la chanson de Perchico. Duchamp a entrelacé des géométries abstraites dans Scottish espagnol, les faisant se déplacer sur la feuille de papier comme s'il s'agissait d'un pas de danse zigzagant sur la page horizontale. Dans Scottish espagnol, Duchamp a juxtaposé le langage de la peinture à celui de la musique et de la danse afin de les intégrer chacun dans un ensemble différent et plus énigmatique. Grâce à un jeu de mots de son titre, elle a transformé des formes abstraites en une entité dansante irrévérencieuse, sa propre Scottish espagnole. En évoquant des sensations à la fois verbales et visuelles, Duchamp est entré dans le domaine de la synesthésie, notamment selon la théorie de Doudine dans L'art et la geste 1910. Doudine décrit la synesthésie comme un cas particulier de la résonance universelle, l'imitation des sensations, d'un ordre des sensations, d'un autre ordre, d'une sensation colorée, par exemple, par une sensation sonore, sensorielle de correspondance que Baudelaire chantait dans son sonnet fameux. Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Si les géométries visuelles de la Scottish espagnole évoquent certainement la sensation physique de la danse, Duchamp va encore plus loin que cette description de la synesthésie. Comme Doudine l'écrira plus tard dans son traité sur la danse, le danseur devra chercher sans répit des expressions nouvelles, et qui est exactement ce que Duchamp a fait dans son œuvre. Doté d'un sens intuitif pour la danse et la peinture, Duchamp a transformé ces médias en quelque chose de bien au-delà de l'ordinaire. Sa juxtaposition de formes géométriques s'aligne sur la façon dont elle a rapproché différentes formes d'art à travers la peinture. Dans Scottish espagnol, Duchamp a transformé les pas illustrés des diagrammes de danse contemporaine en motifs rythmiques de formes peintes. Son aquarelle est une œuvre hybride qui utilise la danse pour élargir le champ de ce qu'une peinture peut faire et de ce qu'une peinture peut être. Duchamp a situé Scottish espagnol à l'intersection de la danse et de la musique en reliant l'œuvre d'art au mouvement de la Scottish espagnole dans les diagrammes de danse contemporaine qui décrivaient les pas en couple avec les instructions écrites. Une telle série de diagrammes a été publiée dans Toutes les danses modernes et leur théorie complète par le professeur D. Charles. Les lignes et les géométries de l'aquarelle de la Scottish espagnole s'appuient sur les diagrammes des pas de la danse apparentée. Avec des diagrammes de cette sorte, Duchamp a appris à danser et à
transformer le médium populaire en une forme picturale. Même si elle s'éloigne parfois des spécificités des diagrammes de danse, ceci reste au cœur de sa construction de Scottish espagnol, lui offrant une nouvelle façon d'envisager la relation entre ces géométries partenaires. Les inscriptions peintes de Duchamp relient les langages de la danse au visuel en juxtaposant ces géométries picturales à ces mots. Si Scottish espagnol est la seule peinture de Duchamp qui invoque la danse par son titre, elle n'est pas la seule à faire référence au diagramme accompagnant les instructions du professeur Schall pour la Scottish espagnol. Son aquarelle contemporaine Séduction est encore plus étroitement liée à ces diagrammes de danse, en particulier celui expliquant le mouvement de glissade. Dans Séduction, c'est comme si Duchamp avait transformé le diagramme de danse dans une composition picturale en faisant tourner différentes parties de la source pour transformer les pas de danse en géométrie d'une peinture. De manière caractéristique, ces formes sont encore modifiées par l'ajout d'inscriptions cryptiques Séduction et Force et Grâce, qui soulignent les sensations d'une danse en couple plutôt que les pas eux-mêmes. En fait, dans Séduction et Scottish espagnol, elle transforme la performance pour en faire un nouveau langage pour la peinture. Elle a poussé ces géométries séduisantes vers l'abstraction par le biais de la danse. La danse était un langage que Duchamp et Taube Harp utilisaient pour explorer les limites de l'abstraction. L'énigme de Scottish espagnol en particulier réside dans son indéchiffrabilité perplexe en tant que danse, chanson ou peinture. La plaisanterie du titre, avec sa juxtaposition de nationalité, se reflète dans les glissements ludiques de l'aquarelle entre les supports. Buffet décrira plus tard l'œuvre de Taube Harp d'une manière proche de la redescription permanente des moyens de la peinture par Duchamp. Pour Buffet, l'œuvre de Taube Harp existait dans un domaine mystérieux du même ordre que nous percevons sans pouvoir le formuler et où se trouve peut-être la seule véritable raison d'être, la clé du mystère de toute invention artistique. Duchamp, comme Taube Harp, a utilisé la danse pour repousser les limites de la peinture et l'élargissant à une époque où les dadaïstes remettaient le médium en question de toutes parts. Les formes interreliées des œuvres picturales de Duchamp et de Taube Harp peuvent être utilisées pour tirer une métaphore de la description faite par Jean Doudine du fonctionnement des géométries dans le milieu de la danse. La géométrie prend, pour les danseurs, une bien autre importance quand il s'agit de leur trajet, écrit-il. C'est surtout dans la danse collective que ce jeu des figures géométriques prend une importance capitale. Pour tout groupe de danseurs, la géométrie est un facteur d'ordre et d'organisation essentiel et merveilleux. Elle établit entre les exécutants une solidarité de toutes les secondes qui décuple la puissance expressive de leur activité et centuple l'intérêt, la variété, l'ornemental de leurs évolutions. Doudine propose une réflexion sur le rôle décisif que les parcours des danseurs et des artistes ont sur le développement de leur carrière et de leurs héritages à long terme. Les rythmes des géométries circulent au sein d'un tableau comme ils circulent au sein d'un collectif d'artistes. En faisant ressortir le potentiel des mouvements géométriques des danseurs, le propos de Doudine peut être interprété de manière métaphorique en soulignant la façon dont les activités d'artistes partageant les mêmes idées que Duchamp et Taube Harp ont compliqué les récits de Dada tels qu'ils ont été relatés dans l'histoire de l'art. Faire dialoguer Sophie Taube Harp et Suzanne Duchamp avec la danse et entre elles permet de mieux comprendre comment elles ont travaillé entre les médias pour étendre le potentiel radical de l'abstraction au sein de Dada. Merci. Je vous remercie beaucoup, Talia Kwartler, pour cette communication très éclairante qui montre la manière dont la danse a enrichi les recherches en peinture de Duchamp et de Taube Harp. Mais on voit aussi poindre dans votre communication la manière dont la danse a contribué aux recherches du mouvement Dada en matière
de déconstruction de l'idée classique de l'œuvre comme une totalité achevée, pérenne, etc. Et vous avez également souligné à quel point cette discipline spontanément plutôt investie par les femmes était importante à la fin des années 1910 et au début des années 1920 en Europe. Et cette idée d'un contexte qui a eu un impact important sur les conditions de possibilité des artistes, sur la façon de prendre place dans le champ artistique, est aussi très présente dans la communication suivante qui s'intitule L'autodécouverte de Vichy Lazari au nom de l'abstraction. Elisa Genovesi, que nous allons écouter maintenant, va revenir sur le contexte qui voit naître la pratique artistique de Lazari et la manière dont celui-ci joue non seulement sur la création, mais aussi sur la réception de son œuvre. Alors, pour vous la présenter, Elisa Genovesi est diplômée en histoire de l'art à l'Université de Rome. Elle y a effectué un mémoire de licence sur Jasper Jones et un mémoire de master sur les peintres divisionnistes. Elle est maintenant en doctorat et ses recherches portent sur le travail didactique du peintre Toti Sialoggia. Cette notion de didactique l'intéresse tout particulièrement et elle a d'ailleurs obtenu le prix de publication Giovanni Carandante pour un projet de recherche consacré à la contribution du critique et historien d'art à la mission didactique de la Galerie nationale d'art de Rome de 1955 à 1960. Elisa Genovesi, c'est à vous. Thank you very much, Oriane. Thank you. Merci beaucoup, Oriane. Merci à tous les organisateurs et organisatrices de ces journées d'études, de ce colloque. Je suis vraiment ravi que le professeur Brioni ait déjà montré quelques œuvres de Vichy Lazari, puisque ce sont des œuvres que je ne montrerai pas forcément aujourd'hui, mais qui sont très, très connues. Je vais essayer de partager mon écran. Spoiler. Sorry for. My paper is dedicated to Vichy Lazari. Ma présentation porte sur Vichy Lazari, une artiste qui a été réévaluée récemment, à la fois par la recherche et par le marché de l'art. Je vais me concentrer sur un moment spécifique ou une période spécifique de sa vie qu'on peut situer entre la fin des années 40 et la fin des années 50. Pendant cette décennie, comme on le verra, elle a développé une nouvelle conscience d'elle-même en tant qu'artiste et en parallèle à sa pratique artistique, elle a redécouvert le langage abstrait qu'elle avait déjà adapté dans sa production d'art appliqué comme un langage unique qui lui permettrait de s'exprimer elle-même. En même temps, j'aborderai sa personnalité, la réception de son travail et sa relation avec l'art, la scène de l'art artistique, la scène artistique à Rome après la guerre. Donc, je vais commencer par quelques notes biographiques pour qu'on voit bien la complexité de sa trajectoire. Elle est née à Venise en 1900. Elle s'intéresse à l'art, à la musique, à la poésie. Elle grandit dans une famille bourgeoise qui soutient son goût pour l'art, qui la laisse prendre des leçons de musique, aller aux Beaux-Arts à Venise et à Florence. Mais sa famille reste conservatrice et Vichy Lazari souffre de ses limites imposées à sa liberté et elle se décrit comme une rebelle quand elle était jeune, même si ça semble en contradiction avec son caractère assez introverti. Dans une interview qui parut en 1980, à l'occasion d'une exposition qui s'appelle L'autre côté de l'avant-garde, Vichy Lazari parle des difficultés auxquelles elle a dû faire face en tant qu'artiste femme depuis les débuts. Elle dit que quand elle était formée en art décoratif, il n'était pas considéré respectable pour une jeune femme à l'époque de suivre les cours de nu, qui faisaient partie de la formation en peinture et en sculpture. Mais en même temps, elle dit aussi que cette formation en art décoratif a été cruciale pour elle. Ça lui a permis de s'affirmer comme femme qui travaillait
Et sur le plan artistique, ça lui a permis aussi de développer un goût particulier ou spécifique pour les représentations non référentielles. Mais on verra que ce chemin vers l'abstraction a été long et controversé. Comme l'a dit l'historien de l'art Sergio Cortesini dans son livre sur Bice Lazzari publié en 2002, Lazzari, en raison d'une façon de penser qui était due à la philosophie idéaliste, concevait sa vision de son activité dans le secteur artisanal comme chose de mineur, de distinct de son engagement dans la peinture. Et cette observation a amené Cortesini à interroger une lecture critique qui voyait en Lazzari une pionnière de l'abstraction en Italie. En fait, il dit que certains exemples évoqués par les critiques comme une démonstration de l'utilisation d'un lexique abstrait chez Lazzari pendant la première moitié des années 20 étaient en fait des esquisses pour des décorations textiles. Et ce malentendu est dû à une note biographique qui avait été dictée par l'artiste à son mari dans le milieu des années 70, où elle a dit « J'ai ouvert le champ abstrait en 1925 », même si elle admet que son dualisme entre le côté figuratif et le côté abstrait de la peinture a duré jusqu'au moins 28 ou 30. Mais cette interprétation, l'interprétation de Cortesini, ne diminue pas la valeur de Lazzari comme artiste. On peut voir aussi sa déclaration après coup comme une sorte de reconnaissance implicite de la dette de sa production abstraite à son expérience dans les arts décoratifs. On voit aussi, si on s'intéresse à l'activité de façon plus précise, on peut voir qu'en Venise et puis à Rome, où elle s'installe en 1935, elle collabore avec un certain nombre de manufactures célèbres. Elle expose des tableaux et certains exemples de sa production d'art appliqué dans des conditions officielles, par exemple les expositions annuelles qui sont promues par l'Opéra Bevilacqua La Massa. En 1930, elle essaie de participer à la Biennale de Venise, mais le jury rejette sa nature morte. Et s'il n'a pas été facile pour Lazzari de s'affirmer comme peintre, elle a trouvé une reconnaissance large comme designer et comme artisane, entre guillemets. De façon emblématique, en 1934, elle est invitée à exposer à la Biennale de Venise, mais dans la section de l'art textile, dans le pavillon des arts décoratifs. Avant ça, en 1931, elle fait partie des artistes présentés par l'Institut vénitien pour l'artisanat et les petites entreprises dans une exposition internationale à Amsterdam, au Stedelijk, une exposition d'artisanat italien. C'est intéressant ici de voir la ligne qui est choisie par l'Italie quand elle promeut ses produits aux Pays-Bas. On sait que le Pays-Bas, c'est un pays qui promeut le fonctionnalisme, le design industriel. Et bien, en pleine époque fasciste italienne, le diktat était de réinterpréter la tradition à la lumière de la modernité, mais en revendiquant des traits comme l'individualité des concepteurs, des designers et la nature artisanale de la production. Quelque chose qui est reflété dans le caractère unique de leurs produits. Lazzari présente deux types d'œuvres, des napperons qu'on voit ici, des fleurs avec des motifs géométriques, et une tapisserie brodée avec un thème abstrait, avec quelques lignes droites et de couleurs et d'épaisseurs différentes. Donc ça, elle montre cela à la Triennale de Monza, donc avec la même esthétique, qui montre une exploration autonome et spécifique des possibilités de l'abstraction, en accord avec un goût international. Toute sa production artisanale entre le milieu des années 20 et le milieu des années 30, donc des tapis, des coussins, des sacs, des bijoux, des broderies, des rideaux, des tapisseries, montre qu'elle a expérimenté avec un large éventail de formes, de textures, de motifs géométriques rigoureux, jusqu'à des thèmes plus libres, plus organiques. Et apparemment, il y a une relation entre l'adoption d'un langage spécifique par Lazzari et le matériau qu'elle utilise pour faire des différents objets décoratifs, des objets d'art. Par exemple, son travail sur le velours fin va montrer une préférence pour les formes nettes,
tandis que ces tapis de laine vont montrer une combinaison de taches colorées qui ne sont pas limitées par les contours, mais qui sont en dialogue avec des lignes ouvertes. Les échos des recherches futuristes, Balade, Espero, Prampolini, sont détectables dans les types d'œuvres textiles dont je viens de parler, même si Lazzari a toujours refusé d'être liée au mouvement futuriste. On peut partir du principe qu'elle était au courant de toutes les tendances dominantes de l'époque, des tendances qui caractérisaient le goût moderne, et elle était capable de les réinterpréter avec créativité. Après une déception sentimentale qui l'a beaucoup fait souffrir, elle décide de quitter Venise, de s'installer à Rome, et dans la capitale, elle travaille avec des architectes et elle se concentre surtout sur de la peinture décorative. Elle reçoit souvent des commandes pour des peintures murales pour décorer les murs d'expositions temporaires sur différents sujets organisés par le régime en particulier. Ces peintures murales, qu'on connaît uniquement par des photographies et des esquisses, montrent un nouvel équilibre entre abstraction et figuration. Il y a des superpositions où on voit les sujets de représentation qui flottent sur des champs colorés. Si on observe le traitement simplifié des éléments de la composition, on peut voir qu'ils sont arrogés selon une structure paractatique. En parallèle, Lazzari continue son activité dans les arts appliqués. C'est quelque chose qu'il a fait vivre pendant la guerre, qu'elle a en partie passé à Milan avec son mari, l'architecte Diego Rosa. Et après-guerre, elle revient à Rome et elle continue à vivre grâce aux arts appliqués. Donc, elle collabore avec l'ENAPI, dont je parlais, l'Institut national pour l'artisanat et les petites entreprises, mais aussi avec d'autres partenariats plus ou moins réussis. Elle travaille avec une entreprise romaine, Miricae, qui est célèbre pour ses tissus, très connue parce que cette entreprise a participé à toutes les foires internationales italiennes. Et en même temps, Lazzari travaille aussi comme décoratrice d'intérieur pour des architectes comme Andrea Bussirivici ou Attilio Lapadula. La renaissance de Rome après l'occupation nazie, la fin de la guerre, entraîne une impulsion de rénover des cafés, des cinémas, des magasins, de construire de nouvelles structures. Lazzari n'était pas la seule artiste qui était impliquée dans ces entreprises. Et il faut bien voir qu'à l'époque, le contexte dans le cadre de l'après-guerre, beaucoup de gens sont très pauvres. Plusieurs de ses collègues, souvent formés dans les productions artisanales, vont trouver une façon de joindre les deux bouts dans ces activités qu'ils voient comme quelque chose de parallèle par rapport à leur activité artistique principale. De plus, on peut voir aussi dans la décision, dans l'effort de promouvoir la production artisanale italienne, un moyen de relancer l'économie et de réhabiliter l'image du pays dans le monde. Parmi les initiatives qui émergent après-guerre, à Rome, je voudrais mentionner l'atelier ouvert par Valle di Enrico Galassi en 1944, qui encourage la rencontre d'artistes, de designers et de fabricants. Même si ce serait un échec sur le plan économique, c'est quelque chose qui va recevoir pas mal d'attention, car c'est une exposition à Rome, au studio d'Arte Palma en 1946. Certains des artistes qui étaient impliqués avec Galassi, Basaldella, Consagra, Leonardi, ont aussi fait partie de 2 expositions importantes aux États-Unis d'art artisanal, donc Handicraft as a Fine Art in Italy en 1947, à la maison de l'artisanat italien à New York, et une exposition itinérante sur l'Italie au travail, la renaissance du design contemporain en Italie, qui part du musée de Brooklyn et qui va donc voyager dans les États-Unis. Michela Lazzari n'est inclus dans aucune de ces initiatives pour des raisons multiples. D'abord, on peut remarquer qu'il y a très peu d'artistes femmes, ou aucune artiste femme dans le cas de l'exposition romaine. Et on peut aussi se dire que comme Lazzari a plutôt fait profil bas et s'est peu rendu public au cours de sa vie professionnelle et privée, c'est quelque chose qui n'a pas forcément aidé sa carrière. Mais il faut voir aussi que les œuvres qui sont présentées sont beaucoup plus traditionnelles que ce que faisait Lazzari.
à la fin des années 40, on va voir une réémergence d'un certain nombre de pratiques artistiques antérieures, avec des artistes qui vont tenter de se reconnecter aux sources de l'art moderne. Le cas d'Afro, par exemple, est emblématique. C'est un artiste qui avait des liens, des points communs avec Bici Lazzari. Ils viennent du Nord-Ouest. Il a été formé à Venise et à Florence. Il a travaillé dans les arts décoratifs. Ils ont travaillé ensemble. On sait qu'ils ont rénové 2 cafés à Rome, le Brésil en 47 et l'Aranio en 50-51. Eh bien, à la fin des années 40, Afro va abandonner la peinture figurative pour adopter d'abord un style néocubiste, puis l'abstraction. Pier Paolo Pancotto, qui a étudié le travail d'Afro dans le café Aranio, suggère que l'artiste est plus ouvert à l'expérimentation en peinture que dans les arts décoratifs, ce qui est l'opposé de Lazzari pour le coup. En même temps, à cette époque-là, Lazzari ne voyait pas les arts appliqués. Ça ne veut pas dire que Lazzari voyait les arts appliqués comme un espace de liberté, mais cette conscience va naître à la fin des années 40, stimulée probablement par la scène artistique romaine extrêmement animée. Elle vit dans cet environnement-là, elle va à l'Art Club, elle va à l'Âge d'Or, une galerie-librairie, elle va à la Fondation Origine, donc des endroits qui promeuvent une culture artistique contemporaine et des liens avec l'héritage de l'avant-garde. Elle était aussi enseignante dans une école de filles, dont le directeur était le peintre Totti Scialoggia, et donc un institut d'art qui s'appelle l'Institut Zileri, qui était géré par des nonnes ursulines et qui se spécialisait dans la production textile et dans le travail sur le cuir. Elle a donc enseigné la façon de faire des tapis jusqu'à son départ pour Milan en 1952. Il y a donc une exposition qui est faite à la fin des années 50, à l'été 50, pour les étudiants de l'école, qui montre à quel point les étudiants étaient formés avec une sensibilité moderne dans les arts en adoptant un langage non référentiel. On voit aussi que il y a donc des revues, des articles sur cette exposition avec un certain nombre de journalistes pas très favorables à l'art abstrait, qui disent que les filles de l'école sont devenues des artistes abstraites aussi bonnes que les meilleures, ou aussi bonnes qu'Alberto Magnelli, qui est considéré comme un maître de l'art abstrait. Et on voit bien que pour ces journalistes, l'esthétique abstraite ne peut être que tolérée que comme quelque chose de décoratif. On ne sait pas ce que Lazzari, la contribution de Lazzari par rapport à cette exposition ou par rapport à la direction artistique de l'école, mais il faut bien voir que c'est la seule enseignante qui ait une expérience de l'abstraction. Scialoggia, lui, qui admirait Braque ou Paul Klee, comme Lazzari, est arrivé à la peinture abstraite en 1954. Mais cette expérience de l'enseignement est arrivée à un moment crucial de la vie de Lazzari en 1949. Elle comprend qu'elle doit ou qu'elle veut se consacrer uniquement à l'art avec un grand A, comme elle le dit. Et elle n'est pas intéressée par les querelles politiques entre les réalistes et les abstraits, mais elle reconnaît que le langage non référentiel est la manière la plus authentique de s'exprimer. Elle en parle avec ses amis, Lorenzo Guerini, Alberto Burri. Elle explique pourquoi elle ne veut pas reprendre des recettes de façon non critique de sa pratique décorative, mais qu'elle veut lancer une quête de son propre langage, et c'est quelque chose qui va durer plus d'une décennie. Un an après avoir reçu un prix à la Biennale de Venise pour une mosaïque, elle va présenter ses peintures abstraites dans une exposition monographique à Rome, à la Casa Panca, qui est une galerie privée. Lorenza Trucchi, dans son compte-rendu, présente Bici Lazzari comme la seule femme en Italie convertie à l'art abstrait. Mais l'article se plaint du côté cérébral de ses tableaux, qu'elle décrit comme diaboliques. Et elle termine l'article sur Lazzari en disant « Peut-être que les convictions difficiles et périlleuses de Klee ne conviennent pas aux yeux préhensiles des femmes si avides de réalité. » Et comme on l'a dit dans les articles qu'on a mentionnés ou que j'ai mentionnés, il y a une tendance commune à tous les critiques d'art italiens de l'époque de discuter, de parler de l'art abstrait en lui donnant une connotation genrée. D'autres journalistes vont reprendre l'article de Trucchi
Mais Gino Frattani, qui connaissait Lazzari personnellement, qui avait travaillé avec elle, avec l'ENAPI, a pris un point de vue complètement opposé. Il voit les difficultés qu'on peut avoir à faire des tableaux qui sont de la traduction d'un moment lyrique intime, et il rend hommage à la sensibilité, à la courage de l'artiste, une artiste qui est enfin prête, dit-il, à faire face au public. Une acceptation plus large de l'art abstrait est évidente dans les articles qui portent sur la deuxième exposition, plus large, deuxième expo monographique de Lazzari à Rome. À cette occasion-là, Frattani va mettre l'accent sur les efforts réussis de Lazzari de se débarrasser des motifs décoratifs dans son œuvre, arrivant au tableau et pas au fragment, comme il le dit. En général, la valeur de Lazzari comme artiste commence à être perçue plus clairement. L'exposition est vue comme un succès, même si certains contestent les nuances psychiques sous-jacentes de son travail. Mais Lazzari n'est pas intéressé par les gestes gestuels, par les tableaux gestuels ou automatiques, mais elle voit ces tableaux comme le résultat de longues recherches sur le cœur de la réalité via le filtre de sa conscience. En 1955, d'ailleurs, les artistes d'Arti Visivel et le magazine de la Fondation Origine vont rendre un hommage écrit à Lazzari en voyant en reconnaissant les qualités de ces tableaux et en montrant qu'elle évite le psychologisme et l'intimisme qui peuvent mener à une impasse. Mais malgré cela, hein, l'appréciation du travail de Lazzari vient de ses collègues, des collègues qui avaient les mêmes intérêts qu'elle. Il faut voir que la première monographie sur Lazzari n'est publiée qu'en 1958, écrite par le jeune Enrico Crispolti, avec une préface de Venturi, qui est un des plus importants supporters de l'art abstrait en Italie à l'époque. Le texte qui ramène l'attention sur ses implications, c'est un baptême remarquable pour Lazzari, mais qui n'est plus toute jeune. Et ça n'a pas suffi à assurer une reconnaissance permanente de sa valeur. Pendant toute sa vie, en fait, elle a fait face à la frustration de ne pas être évaluée ou de ne pas être considérée à sa valeur. Et elle dit en 80, par exemple, aujourd'hui, j'essaye quand j'entends cette expression reconnaissance pour les femmes, c'est quelque chose qui ne m'est jamais arrivé. Peut-être parce que je viens de trop loin ou parce que je n'ai jamais pensé à m'établir moi-même, mais simplement à traduire ce que j'avais en moi sur la toile. Je n'avais jamais réalisé que j'étais une femme à l'époque. Je le réalise maintenant en repensant à mes difficultés passées. Et donc, elle se rappelle le manque de récompenses et l'absence des invitations en tant que peintre à la Biennale de Venise. Merci. Bien, merci beaucoup Elisa Genovesi pour cette communication très intéressante qui nous permet de saisir l'importance du contexte dans la création et d'en souligner toutes les facettes, puisque vous avez abordé à la fois la famille, la société, le contexte artistique du futurisme, etc. Avec aussi cette ambiguïté que vous avez soulignée, puisque les normes liées au genre dans l'Italie des années 40 obligent finalement Lazzari à se former du côté de la décoration, mais que c'est par le biais c'est par ce biais en fait qu'elle découvre les formes abstraites. On ne sait pas du tout si ça aurait été le cas si elle avait pu assister comme ses collègues masculins au cours de nu. Cependant, vous avez aussi également traité de l'importance du contexte finalement beaucoup plus problématique lorsqu'il s'agissait de la réception des œuvres. Et c'est sur ce point, principalement, entre autres choses, que va intervenir Ashlyn Pagnanelli dans une dernière communication intitulée « Abstraction genrée à Buenos Aires ». Ashlyn Pagnanelli va préciser la place des artistes femmes sur la scène artistique de Buenos Aires immédiatement après la Seconde Guerre mondiale.
Et donc, pour la présenter, après avoir effectué une licence en études de genre et un master en histoire de l'art argentin et latino-américain, Ashlène Pagnanelli est maintenant doctorante à l'Université nationale de Saint-Martin. Elle a obtenu une bourse de thèse du Conseil national argentin de la recherche scientifique et technique. Sa recherche porte sur les problématiques de genre et de sexualité dans les milieux artistiques abstraits de Buenos Aires de 1937 à 1963. Et c'est donc une spécialiste des courants géométriques abstraits argentins. Je vous donne la parole, Ashlène, pour nous présenter leurs spécificités. Thank you so much, Oriane. Let me share the screen. Merci beaucoup, Oriane. Je vais partager mon écran à présent. Can you see that? Est-ce que vous pouvez le voir maintenant à l'écran? Oui, merci. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, selon où vous nous écoutez. Tout d'abord, j'aimerais remercier Aware et le Centre Pompidou pour l'invitation à présenter ce colloque. C'est un honneur pour moi de participer à cet événement depuis ma maison à Buenos Aires. Je vais partager avec vous une partie de la recherche que j'ai développée dans le cadre de ma thèse de doctorat. Je voudrais commencer par vous situer dans le paysage artistique de Buenos Aires de l'immédiat après-guerre. Au milieu des années 40, Buenos Aires possédait une scène d'art abstrait avec de jeunes hommes et de jeunes femmes où ils se côtoyaient. Ils expérimentaient l'abstraction non figurative, écrivaient des théories en s'affranchissant des normes et s'engageaient dans la politique de gauche. Ils formaient différents groupes, publiaient des magazines, organisaient des soirées, des expositions. Ils avaient une vision utopique en fait de la société. Après l'historien, je peux voir le moment de l'émergence, c'est le moment de l'émergence de l'avant-garde simultanée et globale dont l'abstraction de Buenos Aires était un exemple. Depuis 1990, l'art abstrait réalisé en argentique au cours de cette période a fait l'objet d'études approfondies et d'un certain nombre de perspectives différentes. Les chercheurs donc se sont penchés sur ces trois groupes d'abstraction qui sont apparus. Donc, il y a différentes perspectives. Les chercheurs se sont penchés sur les trois groupes d'abstraction qui sont alors apparus, Perceptismo, MADI et l'association Arte Concreto Invención, que j'appellerai désormais simplement association. Cependant, une perspective féministe est restée largement absente de cette scène abstraite. Comme je le montrerai aujourd'hui, les pratiques genrées ont eu un impact sur la participation et la visibilité des femmes dans l'abstraction argentine au cours des années 40 et 50. Cette photographie a été prise lors de l'une des premières expositions d'art abstrait réalisées par ces artistes abstraits à Buenos Aires en 1945. Alors, je vous prie de m'excuser pour la qualité de la photographie qui a été publiée dans les années 40. L'exposition a eu lieu dans une maison et sur le mur derrière, on voit certains des travaux, des œuvres d'art. On voit qu'il y avait des hommes et des femmes à cet événement et qu'en fait, il y avait pas mal de femmes, quelques femmes quand même. Lorsque la photographie de l'exposition de 1945 a été publiée pour la première fois en 1945 dans un livre sur MADI, quelques décennies plus tard, ces étiquettes nominatives, on voit que la plupart des hommes portent leur nom sur les étiquettes, mais les femmes n'en ont pas. Alors, les femmes restent anonymes. Cette photographie rend compte d'une scène artistique composée d'hommes et de femmes et expose l'effacement historique de la présence des femmes dans l'abstraction de Buenos Aires. La question était, qui étaient ces femmes donc? Alors, la première femme que j'aimerais nommer est Grete Stern. Voici l'image que je viens de montrer, a été prise chez elle. L'image a été prise au domicile de la photographe germano-argentine Grete Stern. Elle est arrivée à Buenos Aires une décennie plus tôt après avoir étudié au Bauhaus. Elle avait un rôle important. Elle a joué un rôle important dans cette scène puisqu'elle a ouvert les portes de sa maison pour que cette exposition ait lieu. Elle a réussi un photomontage pour MADI avec l'obélisque de Buenos Aires.
Il y a aussi d'autres femmes artistes qui se sont engagées dans l'abstraction en dehors de ces 3 groupes à Buenos Aires, par exemple Yente et Anita Perro, et une historienne l'a présentée dans une exposition récemment à Buenos Aires. Cela veut dire que le genre et l'abstraction, il faut regarder au-delà des groupes. J'aimerais maintenant parler de Yente, brièvement, qui ne faisait pas partie de ces groupes, mais elle a exposé avec les groupes. Elle a elle-même eu une exposition individuelle de ses œuvres abstraites en 1945 à la Galerie Müller. Elle était à Buenos Aires. Elle était déjà un peu plus âgée que les artistes de ce groupe. En 1945, elle avait environ 40 ans. Et les artistes les plus jeunes avaient du mal à faire leur place et pour faire exposer leurs travaux. Et ça, c'est juste 1 an après qu'il y a eu des publications dans un magazine. Donc, Yente a produit des œuvres au cours de sa vie et elle n'a eu que sa première grande rétrospective muséale en 2009 à titre posthume au Musée d'art latino-américain de Buenos Aires, avec l'artiste Lady Prati, récemment décédée. Yente a produit des œuvres dans une grande variété de médias au cours de cette période, notamment des dessins, des peintures, des tapisseries, des sculptures en cellotex, un matériau dérivé de la canne à sucre, et des livres d'artistes. Dans beaucoup de ces livres d'artistes, elle mélangeait des différents éléments, des histoires illustrées, des aspects de sa vie. Et voici l'un d'entre eux dans lequel elle a écrit des fictions, des aspects de sa vie avec l'artiste Juan del Prete, se faisant appeler Fragilina et Onofrio pour del Prete. Sur cette page, nous pouvons lire « Sous le regard avisé d'Onofrio, la broderie devient artistique ». On peut problématiser la dynamique qu'elles avaient, mais aujourd'hui, je m'en tiendrai à la production de Yente. Sur cette photo, on la voit à côté de son partenaire et les travaux textiles, les œuvres textiles qui font partie. Voici la tapisserie numéro 6 de Yente, réalisée en 1958. Dans l'image à droite, vous pouvez voir comment Yente a mélangé la broderie au point de satin avec la peinture de manière très soignée dans cette composition abstraite et organique. Cette œuvre a été acquise par le Musée d'art moderne de New York en 2019, ainsi qu'une sculpture de l'artiste. Donc, on voit qu'enfin la reconnaissance arrive pour Yente. Bien que ce colloque soit centré sur les femmes dans l'abstraction, genrer l'abstraction de Buenos Aires implique se pencher également sur les pratiques des artistes masculins. De nombreuses images historiques de ces groupes d'abstraction, tout comme celle de cette diapositive, ne comportent que des hommes. Par exemple, nous pouvons voir ici certains des artistes qui sont les protagonistes de la plupart des histoires de l'abstraction en Argentine. Tomás Maldonado de l'Associación, Julia Kosice de Madi et Raúl Lotza de Perceptissimo, entre autres artistes masculins. Ces artistes masculins qui ont dirigé la scène abstraite de Buenos Aires voulaient insérer leurs idées dans le monde de l'art de la ville. Cependant, ils étaient désavantagés par rapport aux autres artistes de l'époque car ils étaient jeunes, n'appartenaient pas à des familles de la classe supérieure ou de l'élite et n'avaient pas été éduqués en Europe en raison de la guerre. L'une des façons dont ils ont surmonté ces désavantages, selon moi, a été d'utiliser une identité privilégiée qu'ils possédaient, leur identité d'homme. Ils se sont positionnés comme faisant partie de la masculinité hégémonique de Buenos Aires dans les années 40 et 50. Ils ont pu incarner l'idéal de masculinité et ils étaient donc blancs, ils étaient perçus comme des hommes blancs habitant la ville de Buenos Aires et proches de la culture. Ainsi, ils ont pu s'emparer des privilèges qui accompagnent l'appartenance à la masculinité hégémonique comme l'obtention d'une légitimité culturelle. Les femmes participaient à cette scène culturelle, bien qu'elles fassent partie de ces groupes d'attraction en plus petit nombre que leurs homologues masculins. En examinant ces photographies d'archives, nous pouvons constater que la plupart des interactions sociales se déroulaient entre hommes. Nous pouvons considérer que la scène de l'art abstrait était principalement un environnement
homosocial masculin. J'entends par homosocialité masculine, telle que définie par Bird, les interactions, je cite, entre hommes hétérosexuels qui contribuent au maintien de la masculinité hégémonique. Fin de citation. C'est-à-dire que les interactions sociales se produisaient principalement entre hommes. Ces interactions n'étaient pas innocentes, mais plutôt propices au maintien de statu quo de la dynamique du pouvoir entre les hommes et les femmes. Bien que ces interactions se produisent entre les hommes, elles affectent profondément les femmes qui les entourent, notamment parce qu'elles consolident les masculinités hégémoniques. Je suggère donc que l'homosocialité masculine a entravé la participation des femmes à la scène de l'abstraction à Buenos Aires. Comme je l'ai mentionné, il y avait 3 groupes d'abstraction. D'une part, le groupe appelé Perceptismo, qui a été créé en 1947 après que certains membres se soient séparés de l'association. Raúl Loza, ses 2 frères et Abraham Haber les ont rejoints. Perceptismo ne comptait donc aucune femme en son sein. Nous pouvons dire que l'homosocialité masculine était absolue dans ce cas. D'autre part, Madi et l'association avaient leurs différences dans la manière dont les femmes et les nombres de femmes y étaient impliquées. Chez l'association, il y avait 3 femmes. Voici ici une image de certains des membres de l'association. On voit un nombre écrasant d'hommes et une seule femme, Lydie Prati. À l'association, seuls 3 des 17 membres étaient des femmes. Il s'agit de Lydie Prati, Nelida Fedullo, toutes 2 artistes plasticiennes, et Mathilde Verbin, pianiste et compositrice. Toutes 3 entretenaient des relations avec les hommes de l'association. Lydie Prati était en relation avec Thomas Maldonado. Mathilde Verbin était mariée à Raúl Loza, puis elle eut une relation avec Edgar Bailey. Et Nelida Fedullo était avec Jorge Sousa. Il semble ainsi qu'en tant que femme, pour faire partie de l'association, il fallait être en relation avec un homme qui en faisait partie. Étant donné que c'est le cas pour toutes les femmes de l'association, nous pouvons considérer que c'était la clé d'entrée des femmes dans le groupe. L'homosocialité masculine était donc un obstacle de facto à l'engagement des femmes dans ce groupe d'abstraction. C'était une situation toxique. Les hommes les acceptaient, mais fermaient les portes également. Alors, un regard sur la carrière de Lydie Prati nous montre à quel point l'homosocialité masculine a affecté sa participation à la scène de l'art abstrait. Lydie Prati était un membre crucial des débuts de l'abstraction à Buenos Aires, comme l'a mis au jour Maria Amalia Garcia. Prati était la seule femme de la revue Arturo de 1944. Il s'agit d'une publication fondatrice de l'abstraction régionale. Prati réalisait donc plusieurs vignettes et inclut une reproduction influente de l'œuvre de Mondrian dans Arturo. Vous voyez ici une œuvre de Prati à droite, Mondrian à gauche. Sont ces concreto de Lydie Prati à droite, 1945. C'est un exemple de travaux réalisés à l'association. Elle suit les idées de Rod Rufus, publiées dans Arturo, sur le marco recordado ou toile façonnée. Rothfuss préconisait une rupture avec la grille traditionnelle qui faisait écho à la perspective à un point de la Renaissance. Pour lui, la composition de la peinture devait déterminer la forme de la toile. Dans Concreto, Prati réimagine un tableau de Mondrian à travers la lentille de cette théorie locale. Elle a donné vie aux formes géométriques de Mondrian et façonne l'objet finalisé ainsi, plutôt que d'être enfermé dans une toile de forme rectangulaire. Prati et d'autres membres de l'association reviendront plus tard au travail avec le cadre rectangulaire, comme on peut voir ici dans les exemples ultérieurs de travail de l'œuvre de Prati. En décembre 1954, Lydie Prati et Thomas Maldonado reçoivent leur jugement de divorce. À cette époque, l'association n'est plus active et Maldonado est déjà en relation avec un modèle allemand, un mannequin allemand, et a immigré en Allemagne pour enseigner à Ulm. Prati n'a exposé que très sporadiquement après 1955. Elle a d'ailleurs réalisé peu d'œuvres après cette période. Tout comme sa participation à l'association a été possible
en partie parce qu'elle entretenait une relation amoureuse avec Maldonado. Une fois cette relation terminée, Prati n'a pas pu continuer à participer à la scène de l'art abstrait. D'une certaine manière, ses liens interpersonnels étaient rompus et sa présence en tant qu'artiste n'était plus possible. Le fait d'avoir rompu avec le rôle traditionnel d'épouse dans un milieu où les relations sociales étaient essentielles et se déroulaient entre hommes limitait les possibilités pour Prati de poursuivre sa carrière professionnelle d'artiste plasticienne. Madi nous présente une situation différente. Madi se caractérise par sa multidisciplinarité. Cela a été possible grâce à la participation d'artistes féminines de diverses disciplines, en particulier la danse moderne qui était fortement féminisée. Les danseuses Paulina Osona et Renate Chotelius font de la danse une partie intégrante de Madi en exécutant des pièces lors de leur soirée. En même temps, du coup, cette multidisciplinarité a permis à un plus grand groupe de femmes, surtout dans une seconde moitié des années 50, de s'impliquer dans Madi. Madi comptait jusqu'à 15 femmes qui participaient à leurs événements expositions et à Arte Madi, leur magazine annuel. Certaines écrivaines de Madi étaient Mirta Nora Cesarego, Maria Teresa Dominguez, Ana Maria B., mais la plupart étaient des artistes plasticiennes comme Gina Ionescu, Germaine Derbeck, Elisabeth Steiner, Nelly Esquivel, Beatrice Herrera, Maria Bressler, Jacqueline Lorin Caldor et Maria Teresa de Rama. L'examen des trajectoires. Alors, je vais parler de Dihi Lan maintenant. Elle était écrivain, artiste visuel qui a travaillé au sein du mouvement. Alors, Lan est écrivain, poète, artiste visuel, active dans les années du mouvement Madilan et elle était constamment présente dans Arte Madi avec des productions des œuvres de ses écrits, qu'il s'agisse de nouvelles ou de poèmes, dans chacun des 8 numéros du magazine. Donc cette œuvre ici est la seule qui fait partie d'un musée. C'est une exploration de la forme. Donc c'est juste du bois et de la peinture. C'est une peinture dans laquelle Lan a appliqué la peinture directement sur le cadre et créant une forme géométrique, tandis que le bois est un pont. En plus de cela, le cadre lui-même a une forme géométrique. Tout comme Lydie Prati, Lan a épousé le leader d'un de ses groupes d'abstraction. Dans son cas, il s'agit de Giulia Cosice de Madi. Ils ont eu 2 filles ensemble. C'est l'une des raisons pour lesquelles Lan a eu une carrière assez courte en tant qu'artiste visuel. Une fois ses filles nées, elle s'est consacrée à leur éducation et à l'assistance à la carrière de son mari. Sa production artistique s'est réduite à l'écriture de poèmes. Ces poèmes n'ont été compilés et publiés dans un livre qu'en 1997, donc 5 décennies après l'apparition des premiers numéros du magazine Arte Madi contenant ces textes. La présence de Lan dans Madi a été constante jusqu'au milieu des années 50, mais a pris fin parce qu'elle s'occupait de ses filles. Le statu quo des genres n'a pas été remis en question par les pratiques politiques et artistiques radicales des artistes masculins de la scène de l'art abstrait. Bien qu'il y ait eu des nuances dans la façon dont les femmes ont participé à ces groupes d'abstraction, les pratiques homosociales masculines ont eu un impact sur leurs possibilités de production artistique, comme dans le cas de Lydie Prati et Dihi Lan. De plus, elles ont subi un processus d'effacement de l'histoire de l'abstraction argentine. J'espère avoir brièvement éclairé les défis auxquels ont fait face certaines de ces femmes et leur contribution à l'abstraction à Buenos Aires. Je voudrais terminer cette présentation en nous emmenant à Paris, la ville où ce colloque devait avoir lieu à l'origine. Cette photographie est celle d'une exposition qui a eu lieu dans cette ville en 1948. Elle est tirée de réalités nouvelles. Madi avait envoyé des œuvres pour y être exposées en tant que représentante de l'Argentine. Comme vous pouvez le voir, plusieurs de ces œuvres sont des toiles façonnées comme celle dont j'ai parlé. Et je voulais partager cette photo comme rappel que les histoires de l'abstraction sont souvent entrelacées à travers les géographies. Il est donc ainsi essentiel de tenir compte à la fois du genre et de ces nombreux lieux pour écrire une nouvelle histoire de l'abstraction du XXe siècle. Merci beaucoup pour votre écoute et votre temps.
Merci à vous, Ashlan Pagnanelli, pour cette communication très riche également sur ces différents courants qu'on ne connaît pas forcément tous très bien, qui composent le mouvement géométrique abstrait en Argentine à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Je vous remercie également de nous avoir présenté cette thèse selon laquelle l'invisibilisation des femmes est partie liée au contexte difficile pour les hommes eux-mêmes, finalement, avec cette idée que les hommes se sentant en situation de fragilité en raison de leur jeunesse, de leur classe sociale plutôt inférieure et de leur peu d'expérience de l'art européen, vont se souder entre eux autour de leur masculinité pour asseoir leur légitimité plutôt qu'effectivement créer des partenariats et des passerelles. C'est une thèse qui évidemment ajoute encore de la complexité au point que nous avons déjà, qui ont déjà été soulevés par vos collègues dans la manière d'envisager cette idée du contexte. Je vais maintenant, en fait, nous sommes plutôt en avance, mais je vais maintenant donner la parole aux auditeurs. Je crois qu'il n'y a pas encore de questions, donc j'invite les auditeurs à poser leurs questions dans la section Q&A. Moi, j'en aurai quelques-unes en attendant, même si j'espère vraiment que les auditeurs vont intervenir. Et puisqu'on a terminé avec vous, Ashlan Pagnanelli, j'aurais une question pour vous. En fait, en voyant cette photographie de Lydie Prati seule au milieu de tous les hommes, j'ai pensé, comme j'imagine beaucoup d'entre nous ici, à la photographie des Irascibles, où l'on voit tous les expressionnistes abstraits masculins et une seule femme, Eda Stern, qui en plus a relaté cette expérience comme étant la pire de sa vie. En fait, elle avait été poussée par Betty Parsons, qui était la galeriste de la plupart des hommes, et d'Ashton aussi, qui était présent sur cette photographie, et qui donc, en tant que galeriste, pouvait se permettre d'encourager Eda Stern à prendre place sur l'image. Et je me disais, Betty Parsons, elle a quand même mis en valeur le travail de beaucoup de femmes. Est-ce qu'en Argentine, il y a eu des femmes qui, non pas du côté artistique, mais du côté des artistes, mais du côté des galeristes, ont joué ce rôle pour essayer de contrebalancer un petit peu ce mouvement d'hégémonie masculine en mettant en avant le travail des femmes? So the question is if the commercial galleries helped these Donc une women. question, est-ce que les galeries commerciales ont aidé des femmes? Pas forcément. Il y avait très peu de soutien dans les années 40 et c'est un problème très important parce que les œuvres, il y avait peu de collections, les œuvres n'étaient pas forcément collectionnées. Donc il y avait quelques collections, mais très peu. Et ça s'est passé beaucoup plus tard qu'il y a pu avoir un soutien institutionnel et un soutien de la part des galeries. Là, c'est cette photo, ils sont allés voir un photographe pour que la photo soit prise. Donc, et il y a vraiment un enchevêtrement avec le fait que le problème des femmes, là, à cette époque-là, c'est vraiment qu'il y avait très peu de marché, en fait. Le marché était très, très réduit. Et bien évidemment, ça détermine les trajectoires matérielles des œuvres, aussi le manque d'œuvres qui ont été créées par des femmes. Oui, merci. Oui, c'est sûr, créer et conserver de fait, parce que le marché a aussi cette fonction.
Eh bien, bon, peut-être je poursuis avec d'autres questions pour faire interagir les autres intervenantes, mais merci Ashlène pour cette réponse. J'aurais une question pour Tayla Kwartler. Justement, Ashlène Pagnanelli nous a montré que les quelques femmes acceptées dans les mouvements géométriques abstraits argentins l'étaient en raison de leur relation familiale avec certains des hommes appartenant à ces courants. Alors, dans l'exposition que j'invite d'ailleurs tous nos auditeurs à aller voir, dans l'exposition Elles font l'abstraction, il y a un texte de Salle qui rappelle que Sophie Tauber-Arp a été poussée dans ses études, comme vous l'avez dit, quand même par sa mère, et que son mari aussi s'était souvent réclamé de son influence, qui avait donc que c'était une artiste assez soutenue par ses proches. Et je me demandais qu'en était-il de Duchamp. Vous nous avez dit que la participation de Suzanne Duchamp au Salon de la Section d'Or à Paris avait été occultée par les récits historiques qui ont par contre retenu la participation de son frère. Mais qu'en était-il de leur relation de leur vivant, et est-ce qu'il y a eu justement des passerelles et des soutiens? Thank you so much for that question, Oriane. Merci pour cette question, Oriane. Et merci Hélène aussi pour votre présentation. C'était vraiment, vraiment passionnant de voir le nombre de femmes qui étaient impliquées, mais voilà, les difficultés qu'ils ont pu avoir par rapport à justement le fait que c'était uniquement via des relations en fait interpersonnelles. Mais Sophie Tauber-Arp et Suzanne Duchamp sont des cas particuliers au sens où elles étaient mariées ou en relation avec d'autres dadaïstes. Mais même si elle s'est mariée avec Jean Arp qu'en 22, donc elles étaient, Sophie était en relation avec lui, mais pas mariée. Et Suzanne Duchamp a épousé Jean Petit en 1919. Ils se sont rencontrés en 1916 via le grand frère de Suzanne Duchamp, Marcel Duchamp. Ils se sont rencontrés à New York. Mais la situation de Suzanne Duchamp, dans ce sens-là, est vraiment très spécifique. Elle venait d'une famille d'artistes. Elle avait 3 grands frères. Les 2 plus grands, donc Jacques Villon et René Duchamp-Villon, étaient nettement plus vieux que Marcel et Suzanne. Donc c'était voilà, donc Marcel et Suzanne étaient le petit frère et la petite sœur. Mais quand ils sont arrivés à Paris et dans les milieux artistiques en 1912. Donc déjà connus, entre guillemets, déjà introduits. Mais ce qui est intéressant par rapport à Suzanne Duchamp sur ce plan-là, c'est qu'elle est liée par le sang ou par le mariage à tellement d'artistes, d'hommes célèbres, entre guillemets, que c'est c'est quelque chose aussi qui a contribué à l'éclipser. Et c'est une des choses que j'essaye d'éloigner dans ma recherche ou de remettre en cause. Parce qu'il est important par rapport à son œuvre. Bien sûr, on peut regarder ses relations avec Marcel Duchamp par rapport aux autres dadistes, etc. Mais il faut aussi penser à elle dans un contexte beaucoup plus large, en fait. C'est pour ça que je pense à elle par rapport à Sophie Tauber-Arp, parce qu'elle montre quelque part une porte de sortie par rapport à ce récit historique du mouvement Dada. Parce qu'il y a une relation de pouvoir qui a mis ses frères en avant,
ou Jean Petit, ou Marcel Duchamp en particulier. Donc, j'essaye d'avoir quelque chose qui soit quelque part plus égalitaire, hein, de remettre un peu les choses, de repartir de zéro par rapport à leurs œuvres. Mais la relation entre Suzanne Duchamp et son mari était aussi très spécifique parce qu'ils avaient leur propre mouvement, une sorte de rejeton, si vous voulez, qui s'appelait Tabou Dada. Et ils étaient les deux seuls, ils étaient donc les deux seuls membres de ce mouvement-là. Donc, ils avaient aussi une relation de collaboration artistique, même chose pour Tove Harp et Jean Harp. Donc, pour revenir à votre question qui est liée à la présentation d'Achelen, ce qui est différent dans le mouvement Dada, c'est qu'un grand nombre des femmes, des artistes femmes, donc un grand nombre de femmes qui étaient dans le mouvement Dada étaient dans le mouvement, avaient des relations avec des membres du mouvement Dada, mais ce n'était pas seulement le cas. Il y a aussi des femmes qui étaient indépendantes de ce mouvement-là, en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je ne sais pas si ça répond à ma question, mais dans chaque couple artistique ou dans chaque regroupement artistique, il y a forcément des choses très spécifiques par rapport au contexte. Donc, j'essaie de montrer en voyant aussi, et le fait de voir la relation entre les femmes, c'est aussi un moyen de désamorcer quelque part le pouvoir que les hommes pouvaient avoir sur les femmes dans ces relations-là. Oui, bien sûr, c'est vrai que c'est une perspective très intéressante d'aborder le sujet par cet angle. Je reviens vers Ashlen parce que j'ai une question, Ashlen Pagnanelli, d'une personne qui demande si les Shape Canvas de Didi Lan ont été montrés à New York. Et est-ce que, par exemple, Frank Stella, qui a beaucoup utilisé cette technique, aurait pu avoir l'occasion de les voir? So, je ne pense pas qu'elles aient été montrées à New York, même si une des fondatrices du gouvernement avait été en contact avec elle, mais je ne sais pas en ce qui concerne par rapport à Frank Stella. Mais Kelly, je pense, les a vus à Paris dans les années 50. Je crois qu'il les a vus à Caracas. Oui, il a fait une expo à Caracas où il les a avec certaines artistes. Donc, il y a eu des liens. Je ne sais pas si Frank Stella était au courant de ces tableaux-là. Mais il y a aussi, bien évidemment, des histoires enchevêtrées sur ce plan-là. Et je pense que notre vision de l'art abstrait en Amérique latine nous aide à comprendre cette abstraction, les mouvements de l'abstraction américains et européens. Hein. Mais merci, c'est quelque chose qui a été bien repéré. C'est une question vraiment très pointue. I do have a question for Elisa. J'ai une question à Elisa, je ne sais pas si je peux me permettre. Hier, bien sûr, avec Zarina, on a vu la relation, on a vu qu'elle avait des relations très intéressantes par rapport au féminisme, au mouvement féministe en fait. Et je me demandais je me demandais quelle était la relation entre les féministes des années 70 par rapport à Lazari. Est-ce que c'était une relation tendue ou... Ouais, il y a des situations très différentes pour les artistes italiennes, mais Griselda Pollock a dit quelque chose qui était très pertinent, ou m'a dit quelque chose de très pertinent sur les femmes artistes qui ont grandi pendant l'ère moderniste. Et comme l'a dit Bicha Tsari en
en 80, quand elle avait 80 ans, elle ne pensait pas qu'elle était une femme. Parce que le système social insistait sur les différences entre hommes et femmes. Et donc, leur but, c'était de réussir comme artiste, sans connotation de genre. Mais il y a eu peut-être un changement pour la génération qui participe au mouvement dans les années 60. Mais même dans ce cas-là, il y a des femmes qui ont refusé d'expositions avec uniquement des artistes femmes qui ont pu être organisées. Lucia Mapucci, par exemple, ou d'autres artistes qui étaient très actifs dans le mouvement et impliquaient d'autres artistes. Il y a des critiques aussi, des critiques d'art, femmes, dont certaines ont pu quitter, qui ont arrêté peut-être de faire des critiques d'art pour rentrer dans le mouvement féministe. Mais je pense qu'il y a vraiment un aspect générationnel. Il faut attendre une génération postérieure à celle de Lazzari, même si Lazzari était impliqué dans cette exposition séminale qui était l'autre côté de l'avant-garde. Même si, je l'ai dit, on parle de ces esquisses pour de l'art décoratif qui ont été vues à ce moment-là comme de véritables œuvres d'art. Mais c'était une manière de redécouvrir de redécouvrir une des choses qu'elle a pu découvrir pendant sa vie. Et on est en train de parler d'elle dans le contexte de redécouverte parce que et on espère que ce sera la dernière fois qu'elle sera redécouverte aujourd'hui, qu'on n'aura plus besoin de la redécouvrir. Ashlyn, vous voulez répondre ou non? Non. Bon, alors je poursuis. J'ai une question pour vous encore. En fait, une personne se demande s'il y a une différence dans la représentation, enfin, si vous savez s'il y a une différence dans la représentation des artistes, dans l'inclusion des artistes femmes entre les groupes d'artistes abstraits et les groupes d'artistes figuratifs plus académiques durant cette période. Ou est-ce que le traitement des femmes est égal dans les deux situations? Thank you so much for that question. Merci pour cette question. So there were women making art. Il y avait des femmes qui faisaient de l'art figuratif ou abstrait dans les années 40 et 50. Et quel que soit l'art qu'elles produisaient, elles étaient exclues ou il n'y avait que quelques figures peut-être qui étaient vues. Donc il y avait peut-être une ou deux artistes qui étaient un peu des artistes emblématiques, mais et qui ont eu une reconnaissance critique, mais qui n'étaient pas très importants. Voilà. Sachente, par exemple, travaillait tout seul avec Juan del Prete. Et au milieu des années 40, on voit certaines de ces femmes qui font de l'abstraction, mais c'est vraiment dans la deuxième moitié des années 50 qu'il y a eu beaucoup de femmes qui ont travaillé avec l'abstraction. Il y a une vraie explosion. À l'époque, il y avait beaucoup d'artistes ou beaucoup de femmes qui étudiaient l'art à l'école, notamment la gravure. Lucia Alaman a travaillé là-dessus. Donc, il y avait vraiment beaucoup de femmes qui faisaient de la gravure. Mais ces processus où le récit de l'histoire, quelque part, ont masqué le nombre de femmes qui étaient impliquées dans le travail qu'elles faisaient. Même si elles avaient obtenu une certaine reconnaissance de leur père, etc. Elles ont vraiment été masquées quelque part.
mais il y a des différences au fil des décennies entre ce qui a pu se passer et aussi par rapport à ce qui se passait entre ces femmes. Mais oui, non, merci pour cette question. Merci. Donc, c'est un mouvement général. Ce ne sont pas les hommes abstraits qui étaient particulièrement excluants des femmes. Les hommes non abstraits l'étaient tout autant. Bon, je regarde, je crois qu'il y a... je pose une question à Elisa Genovesi. Vous avez dit que Biche Lazari avait refusé d'être lié au mouvement futuriste, alors même qu'on peut noter certaines influences de ce courant dans sa pratique. Et je pensais, parce qu'on les compare souvent, je pensais à Agnès Martin, dont le travail a été associé par les critiques au minimalisme au moment de la naissance de ce mouvement. Et elle a largement bénéficié de cette lecture parce que c'était un courant nouveau et qu'elle apparaissait comme une des pionnières de ce courant. Mais une fois qu'elle a qu'elle a été suffisamment reconnue pour pouvoir faire ce qui lui correspondait vraiment, elle a eu des mots assez durs envers ses collègues du minimalisme. Et je me demandais s'il en était de même de Biche Lazari. Est-ce qu'à un moment, elle avait vraiment expliqué pourquoi elle ne voulait pas être associée au futurisme et quels aspects en particulier ne lui plaisaient pas dans ce mouvement? Il y a pas mal de spéculations là-dessus pour ces raisons. Peut-être parce qu'elle ne partageait pas les tons, le ton, entre guillemets, assez dur, assez rude, agressif des futuristes. Mais en général, elle savait ce que produisaient les futuristes, elle les connaissait, mais elle n'avait pas de relation réelle avec eux. Donc le développement de son style a été indépendant. Et Cortesini le dit, il y a eu une possibilité de créer un petit groupe au début des années 50 avec 2 autres artistes hommes, Guarini et Carta, mais ça ne s'est jamais produit. Et l'idée d'avoir ce petit groupe d'artistes est quelque chose qui aurait pu l'aider, comme ça a pu être comme pour Kanakardi, par exemple, qui faisait partie du groupe Format. Mais la réalité, c'est qu'après-guerre, les artistes devaient se proposer en petits groupes pour avoir plus de visibilité. Et c'était un problème, parce qu'après l'effondrement du régime, et l'effondrement d'un système d'exposition qui soutenait l'art, ils devaient repartir de zéro et reconstruire un système artistique. Il n'y avait pas de marché, il n'y avait aucune possibilité. Donc c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup des collègues de Biche Lazari, même des collègues hommes, sont devenus très pertinents pour l'histoire de l'art italienne. Et des artistes importants dans l'histoire de l'art italienne vont en fait se tourner vers l'artisanat et des activités décoratives après-guerre parce qu'il fallait bien vivre. Merci Elisa.
J'ai une autre question pour Ashley Pagnanelli, décidément. J'ai une autre question, une personne qui demande s'il y a eu des groupes d'artistes femmes, des regroupements comme ça peut être le cas au Venezuela ou au Brésil, par exemple. I mean, there weren't groups of only female artists. Il y avait des groupes d'artistes femmes. Je ne sais pas si c'était le cas au Venezuela, au Brésil, mais la grande différence, il y avait Lisha Clark, Lisha Papé, par exemple, au Brésil. Donc, il y avait une artiste exceptionnelle femme qui était très, très connue. Mais ce n'était pas le cas en Argentine. Mais il y a eu quelques groupes, oui. Mais même si des figures comme Prati deviendra ou sera vue plus tard comme quelqu'un d'important à l'époque, dans les années 50, elle n'avait pas cet espace-là dans la scène artistique. Donc ça, et donc ça, et donc il y en a eu quelques-uns et c'est intéressant de voir les liens entre ces artistes-là aussi. C'est pas facile de faire des recherches. Mais voilà, mais en tout cas, les groupes dont j'ai parlé, c'était les groupes principaux. On pourrait faire des recherches là-dessus. Mais ce qu'on peut voir, ce qu'on a pu voir, Georgia Glusman, par exemple, a travaillé sur des salons de femmes au début du XXe siècle. Donc, il y a eu des organisations de femmes qui permettaient à des femmes de montrer de l'art. Mais ça n'a pas été le cas. Et en fait, les seuls groupes qu'on peut voir, en fait, outre les relations entre les femmes de l'époque, qui ne sont pas faciles à établir, c'est que non, les seuls groupes qu'on voyait, c'est des groupes qui étaient des groupes au mieux mixtes, mais sinon masculins. J'ai une question pour Talia, si je puis me permettre. La danse était importante pour ces groupes. Et je m'intéresse à la manière dont on peut être plus interdisciplinaire en tant qu'historienne de l'art. Et je me demandais ce que vous pensez, ou qu'est-ce qu'on a raté dans l'histoire de l'abstraction par rapport à la danse. Merci pour cette question. C'est une question qui met dans le mille ce que je trouve passionnant sur la relation entre la danse et les arts plastiques. Duchamp était uniquement artiste, mais Sophie Davor était aussi danseuse. Mais la danse, c'est un langage pour les artistes. Ça permet de sortir de récits très ancrés dans l'histoire de l'art. Il y a beaucoup de recherches en études de la danse et donc une chercheuse dont je parle dans ma présentation est à l'intersection véritablement de ce qui se passe entre l'abstraction, le cinéma, la danse. Et c'est quelque chose qui est une sorte de modèle par la manière de penser la danse comme médium qui permet de faire sauter un certain nombre de frontières entre des mouvements, des groupes et des supports. Je pense que la danse est une manière ou est un médium qui peut aider les historiens de l'art au sens large, parce que la danse, comme j'ai dit dans ma présentation,
la danse dans l'histoire de l'art, pas dans l'étude de la danse. Il y a énormément de choses qui sont écrites sur la danse ou dans d'autres domaines, mais dans l'histoire de l'art, la danse est vraiment mise de côté. Et il est intéressant que la danse, en tant que médium dans l'histoire de l'art, comme beaucoup d'artistes femmes ont été mises de côté, et en particulier quand elles travaillent sur différents médias. Et comme je l'ai dit aussi dans ma présentation, ce qu'on voit, Danser sa vie, qui a été édité par Christine Marcel, est quelque chose qui nous permet de réfléchir à ces questions interdisciplinaires et d'écrire de nouvelles histoires de l'art qui permettent, qui ne sont pas centrées sur un support ou sur un seul matériau. Et je pense que la danse peut nous aider à regarder au-delà de ces constructions qui sont traditionnelles. Oui, donc oui, ça m'intéresserait vraiment de savoir quelle a pu être la relation de la danse entre la danse et vos artistes, en fait. Et merci pour cette question. Bien. Nous allons devoir clore cette séance. On arrive au terme du temps qui nous était imparti. Je remercie toutes les personnes présentes dans le public pour votre écoute. Je vous remercie également pour vos questions et j'en profite pour saluer le travail de Laure Chauvelot et Magdalena Gemra qui ont animé le chat durant cette session et qui m'ont fait parvenir les questions des intervenants. Je remercie aussi le travail de Christine Bolleron qui m'a accompagnée dans la préparation de cette demi-journée. Je remercie également nos interprètes, Ona et Yves, qui ont permis à chacun de suivre nos échanges en direct, et tous les techniciens indispensables à la réalisation de ce colloque en ligne, en particulier Cyril, Benoît, Saïd, Hamid, Lionel. Je remercie bien évidemment Talia Quartler, Elisa Genovesi et Ashlen Pagnanelli d'avoir bien voulu partager avec nous leurs recherches en cours. Je vous remercie d'avoir insisté chacune à votre manière sur l'importance du contexte pour la création et pour la réception. Vos interventions obligent à réfléchir à la nécessité de construire un contexte favorable, mais elles nous montrent aussi que ce n'est jamais une chose évidente. Et elles nous montrent qu'on ne peut pas penser la pratique des femmes indépendamment d'un contexte favorable à tous. Et donc, je vous remercie pour cela toutes les trois. Et par ailleurs, je rappelle que le colloque se poursuit cet après-midi et débutera à 16h30 avec une série d'interventions autour de la question des créations collaboratives. Et cette session sera modérée par Marie Chenel. Je vous souhaite donc une belle fin d'après-midi studieuse et je vous remercie pour votre présence attentive. Au revoir. Thank you very much. It's been a great pleasure.